Bonjour à tous, bienvenue dans cette dernière vidéo de AHGN de la première édition. Ça y est, on a quasiment fait le tiers, on arrive sur la fin de la V1. Ça fait bizarre, mais il y a encore du chemin à parcourir, donc on va s'y atteler. Je voulais la faire en vidéo live, mais c'est compliqué, je suis très occupé cette semaine. Donc je me dis que le mal, enfin que le mieux est l'ennemi du bien, autant rester sur une base solide. On verra plus tard, je vais sûrement faire un break avant la V2. Je vais essayer de faire une vidéo sur la série Kindred Brands si j'ai un peu le temps. Et puis voilà, hein, c'est déjà pas mal. Alors, on a des usual suspects au niveau des gens qui sont présents, hein, je vous les présente plus, il n'y a pas beaucoup plus de gens connus. Donc World of Darkness, c'est évidemment important puisque c'est aussi le nom que va prendre la série avec quand le vampire va avoir un petit frère qui va être werewolf, puis mage, et ainsi de suite, pour être un peu le terme porte-manteau qui va se développer sur toute la série, simplement du monde des ténèbres qu'on connaît. Ici, l'idée principale, c'est ils disent, d'ailleurs, ça c'est marrant, donc il y a juste des petits updates qui sont donnés sur ce qui va se passer, notamment le travail de Chris McDonough, qu'on oublie, hein, mais qui est le maquettiste principal, un mec de la production qui va faire un gros boulot. Il a d'ailleurs, ça c'est assez marrant, j'ai appris ça de la bouche de Justin Akili sur un forum, c'est que en fait les clans à la base n'étaient pas une idée de Mark Reinhagen, mais était bien de Chris McDonough, qui était un maquettiste, hein, donc pas forcément, au début en tout cas il n'était pas designer. Et en gros il y avait un lien, chacun des clans était basé sur une idée plus ou moins religieuse ou un concept. Donc il avait dit que par exemple les Brujas sont basés sur les Discordiens, donc des gens qui vénèrent et qui poussent la discorde. Que, il avait dit, c'est quoi? C'est que les Giovanni sont les gnomes de Zurich. Donc les gnomes de Zurich, c'est a priori un terme péjoratif pour les banquiers suisses. C'était quoi? C'était les Sétites sont c'était des Ctoniens. Donc j'ai pas trop compris ce qu'il voulait dire par là, puisque pour moi, Ctoniens, c'est des monstres de Cthulhu. Donc je suppose que c'est dans le sens de divinité vénérée sous terre. Enfin, qu'importe, c'est assez rigolo. Donc, qu'est-ce qu'on a dans ce supplément? Ce supplément est le début concret du métaplot, il va vraiment introduire tout ce qui se passe au-delà des villes. C'est-à-dire que jusqu'ici, quand on a parlé de Vampire la Mascarade, on a essentiellement eu des livres qui se focalisaient sur une ou plusieurs villes, mais toujours de manière indépendante. On n'avait aucun élément sur, en gros, ce qui se passait dans les autres pays du monde, et sur, en général, plutôt les grosses organisations ou ce qu'on appellera les power players, donc les gros personnages très importants du monde des ténèbres. On va en avoir un avant-goût dans ce livre-là. Ça reste assez succinct, mais certains des PNJ dont on va parler ici vont avoir un rôle conséquent en V2 et en Revised, donc en version 3, et vont même eux subir des sorts plus ou moins appréciables au fil du temps. Donc sans plus tarder, on va commencer. Tout n'est pas assuré en fait sur une base, ça c'est assez important de le dire. Tout n'est pas fait sur une base un pour un. C'est-à-dire que ce qui s'est passé concrètement, c'est qu'ils ont été chercher des collaborateurs qu'ils aimaient beaucoup, comme Graham Davis, et dit bah, est-ce que tu peux pas faire un supplément sur ce que tu connais très bien, à savoir l'Angleterre, puisqu'il est britannique, ainsi de suite. Et il y a deux, trois éléments comme ça qui sont sélectionnés. Donc vous avez l'Angleterre, l'Europe, bon bref, l'Europe dans son terme le plus global. On a des exemples avec Hong Kong en tant que ville, et enfin Petra, donc le royaume de Jordanie qui est donné parce qu'il a une situation assez particulière. Donc les îles britanniques sont le travail, évidemment l'apanage de Graham Davis avec des dessins faits par Larry McDonald. Tous les chapitres sont un peu orientés de la même façon. On commence par des préceptes assez simples sur voilà, la constitution, enfin, la constitution du paysage, de la géographie, le climat, qui évidemment, comme vous l'imaginez, est très humide. Mais en fait, et ça c'est vrai, pour avoir vécu en Irlande pour un sacré paquet de temps, c'est vrai, en fait, on dit souvent que les îles britanniques, donc on dit en gros Angleterre et Irlande, sont très très pluvieuses. C'est vrai, mais c'est pas autant. Il y a des endroits beaucoup plus pluvieux en Europe, notamment les Pays-Bas. En fait, ce qui change, la raison pour laquelle les gens ont l'impression qu'il pleut tout le temps, c'est parce qu'on est beaucoup plus près
des formations, des conditions climatiques, notamment donc, au milieu de l'océan Atlantique, et c'est pour ça qu'en fait très vite le temps peut changer. En tout cas en Irlande, c'était surtout ça, c'est que c'est pas tellement qu'il pleuvait tout le temps, c'est qu'on était un peu incapable de savoir si le temps allait changer d'une minute à l'autre. Donc c'est évidemment toute l'écriture de ce chapitre est faite sur une base très humoristique, puisque ça reste Graham Davis, c'est comme si moi je devais écrire un truc sur la France, ça n'aurait pas la même coloration que si c'était un Français qui le faisait, que c'était un Anglais qui le faisait ou un Américain. On passe donc sur l'histoire qui est essentiellement basée sur une histoire humaine, donc le Kain, qui se rapporte simplement à ce que vous savez de l'histoire, à savoir la présence des Pictes, puis des Saxons, la percée romaine, l'arrivée des Vikings, la conquête ensuite de Guillaume de Normandie sur l'institution des différentes lignées, les Stuarts, les Stuarts, la restauration de la Révolution d'Orange, Cromwell, tout y passe. C'est assez simple et plutôt bien foutu, hein, mais bon, j'ai d'obscurs souvenirs de ma licence d'anglais, donc c'est passé. Très très belles illustrations de McDougall que j'aime beaucoup. Enfin, moi j'aime beaucoup de toute façon tout ce qu'il fait. Et il y a vraiment une maîtrise hein, dans son espèce d'inspiration, pas du tout romantisée, justement, extrêmement glauque et sombre de tout ça. Et c'est des illustrations qui étaient présentes en fait qui étaient présentes dans le livre de base en français, puisque la VF est sortie beaucoup plus tard que la VO. Donc en fait, ils avaient été tapés dans tout l'ensemble des illustrations de toute la V1 pour faire le bouquin de base de V2. C'est pour ça qu'il y a des illustrations qu'on retrouve là-dedans qui n'étaient pas présentes du tout dans le livre de base et qu'on retrouvera en français en fait dans ce livre de base. Bon, une description assez succincte, assez rigolote, des types d'humains qui existent, les ouvriers, la police, les jeunes, les minorités. Il y a un gros travail justement pour essayer d'éduquer concrètement les Américains sur l'Angleterre de la fin des années 80, début des années 90. Il ne faut pas oublier aussi, c'est qu'on est vraiment... Donc c'est John Majors qui est Premier ministre à cette époque, donc on sort de quasiment 10 ans de thatcherisme, qui était extrêmement violent. On rappelle, hein, c'est le moment où toute l'Angleterre va se délier, où Thatcher va dire il n'y a pas d'autre choix, there is no other choice, et elle va complètement détruire tous les enfin, tous les creusets des mines, et complètement rénover l'économie au prix terrible des coupures de tout l'État-providence, ce qui va laisser quasiment une grande partie du pays dans le marasme, tandis que la City va s'empiffrer, hein, littéralement, et le Sud va toujours être un peu protégé de cette espèce de choses. Mais par contre, le nord de l'Angleterre devient vraiment un cauchemar, et c'est évidemment, pour le monde des ténèbres, une très belle opportunité de vous donner quelque chose, justement, un contexte extrêmement violent. Mais ce qui nous intéresse, évidemment, c'est les Kindred, donc les vampires, avec la signification que l'Angleterre, pour aller très vite, est un territoire ventru. Les ventrus sont arrivés il y a très très longtemps, par l'intermédiaire d'un PNJ qui est très important enfin, un des gros costauds du setting de Vampire, et ça c'est vrai jusqu'en V5, sous une autre forme, c'est un type qui s'appelle Mithras. Mithras est aussi le dieu vénéré, je vais dire des bêtises, je crois que c'était en Asie mineure. Et l'idée c'est que c'est un quatrième génération qui est extrêmement balèze. Il a un petit chapeau phrygien tout le temps, qui tire de son passé humain. Et en fait, très rapidement, vu qu'il est extrêmement puissant, donc il a été transformé en vampire par Ventru lui-même, donc l'antédiluvien, il cherche en fait un endroit où se plaire, parce qu'en fait, il vit... Quand les Romains arrivent, ça commence à le saouler, ça l'agace. Il aime pas du tout partager, il aime pas du tout être en position de concurrence. Il n'a pas du tout aidé justement, notamment à Rome, qui était le grand endroit où l'espèce de grande alliance donc de la Rome antique avec notamment les Ventrus et les Toréadors. Donc en fait, il cherche, il a un peu erré comme tant d'autres, puisque ça fait quand même plusieurs siècles qu'il roulait sa bosse, et il finit par arriver en Angleterre, parce qu'il se trouve que le ciel est plus clément, qu'il peut encore faire jouer un peu son côté seigneur divin, parce qu'il y a moins de soleil. Et en fait, il va s'installer, il va transformer Londres en fief. Et Londres est le fief de Mithras, point barre. Il accepte qu'on le serve, mais toute forme de conflit qui existe est généralement écrasée sans aucune merci, sans aucune pitié de sa part, puisqu'il est extrêmement puissant. Je veux dire, c'est vraiment une brute. Sauf que le problème, c'est qu'il va y avoir pas mal d'événements qui vont arriver, notamment des rébellions qui vont être poussées
très rapidement par une autre faction qui sont les Trémères. Donc les Trémères vont arriver en Angleterre, notamment au niveau des lieux de pouvoir comme Glastonbury, comme Stonehenge, et vont peu à peu s'immiscer par leur magie, par leur puissance, pour récupérer en fait les lieux de puissance propres à l'Angleterre, en opposition complète avec Mithras qui va vraiment, vraiment, vraiment pas apprécier la balade. Ça va vraiment être une espèce de grosse baston très vénère qui va aussi être un peu, l'idée aussi derrière Vampire, hein, c'est toujours pareil, c'est que concrètement, les grands événements qui vont se produire dans les lignées humaines sont certes du ressort des humains, mais souvent influencés, et notamment donc, les Brujahs qui sont aussi présents, mais en petit nombre, vont commencer à faire suer au XIIe siècle, et c'est eux qui vont imposer la Magna Carta. Donc rappelez-vous, hein, la Magna Carta, c'est la date la plus importante quasiment de l'histoire britannique sur 500 ans. C'est le moment où les barons vont pouvoir imposer au roi d'Angleterre une sorte de charte qui va être le début, en fait, qui va délester certains des pouvoirs royaux au duc. Et donc créer quelque part le début de la monarchie parlementaire qui est essentiel en tout cas dans le récit national anglais. Dans les faits, ça dépendait des rois, on va dire. Et après arrive la peste, hein. Donc la grande peste va arriver qui va faire beaucoup, beaucoup de dégâts, affaiblir Mithras, renforcer les barons, et c'est là où les Trémères vont commencer à glisser. Mithras étant extrêmement en colère, il va essayer de one-shot les Trémères parce que il est tellement gros bill qu'il n'en a rien à faire. Ça va très mal se passer, enfin, les Trémères vont survivre, mais être obligés de se barrer la queue entre les jambes pour revenir à Vienne. On rappelle, Vienne, c'est le fief des Trémères, mais sans vraiment, sans jamais, jamais, au grand jamais, renoncer en fait à prendre le contrôle de l'Angleterre. Il y a notamment un personnage qui va être assez important, qui est le leader, en gros le Trémère le plus puissant, c'est John Dee. Donc John Dee, rappelez-vous, c'était le conseiller mystique de la reine Élisabeth Ier. Donc dans celui-là, il devient un vampire et il va opérer pour essayer de renforcer la position des Trémères. Les faiseurs de rois donc les deux factions en fait vont manipuler tout le monde pour essayer de les rouler dans la farine, les utiliser. Les toréadors à un moment vont prendre le contrôle durant la période des Stuarts, évidemment, puisque les roses. Très succinctement, ça va mal se passer, ils sont manipulés par les Trémères, on va se taper Cromwell, ça va être un peu le chaos, et les Ventrus vont rejouer leur coup de poker avec l'arrivée de William d'Orange, donc qui était ce noble, si je dis pas de bêtises, c'est assez loin. Je crois que c'était un noble hollandais qui est revenu et qui, ne parlant quasiment pas anglais, a dû laisser faire le Parlement, et c'est là où vraiment la monarchie parlementaire a démarré en Angleterre. Comme quoi, mes cours de littérature, de civilisation britannique sont pas si loin. Donc l'essentiel c'est ça, c'est que ce que voulait faire Graham Davis, c'est vous dire que concrètement l'Angleterre est une sorte de conflit perpétuel, ce qui est un peu différent de l'Europe continentale, entre les Ventrus, essentiellement Mithras, et les Trémères, sauf qu'à la fin, Mithras va disparaître pendant la Seconde Guerre mondiale. Nous en saurons plus dans des suppléments suivants, et c'est une de ses infantes, c'est Anne Bolsey, qui va devenir en fait le prince, concrètement, de la Lady, comme elle s'appelle, de Londres, et qui va essayer de tenir comme elle peut, sachant que les Trémères n'ont rien oublié et qu'ils ont toujours envie de prendre le contrôle de la ville, et ça reste un peu compliqué. Les autres clans sont présents, mais très très peu, notamment Enfin, il y a quelques Malkaviens, mais ils sont tous un peu Ils sont un peu éparpillés, il y a des très gros billes aussi qui se baladent à droite à gauche. Le sabbat est quasiment inopérant parce qu'en fait, il n'a pas intérêt. Le sabbat, tout ce qui l'intéresse, c'est d'attendre le maximum de chaos perpétuel de la part de l'affrontement entre les Ventrus et les Trémères pour récupérer un peu le gâteau, si on peut dire. Mais c'est essentiellement, il faut imaginer l'Angleterre comme étant le terrain de jeu de Mithras pendant des siècles et des siècles, mais maintenant, a priori, il aurait disparu. On a aussi une sorte de... C'est un peu différent, c'est pas des villes en fait qui sont décrites, mais c'est des fiefs. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas juste Londres, mais ça va être avec... puisque les fiefs sont basés sur les anciennes dominations, enfin, les anciennes nomenclatures et taxonomies qu'avaient les vampires, parce que les vampires vivent très vieux. Donc beaucoup des vampires en Europe, ça faut jamais l'oublier, sont beaucoup plus vieux et beaucoup plus balèzes que les vampires américains. Et en plus, la majorité donc, des princes qui étaient princes durant le Moyen-Âge sont encore princes,
durant l'époque, malgré l'Inquisition, certains ont réussi à survivre, et donc en fait, les domaines vampiriques sont des fiefs. Donc ils sont partis, bon, ils sont beaucoup plus larges, évidemment. Le fief de Londres est immense. Euh, Manchester et Liverpool font partie du même fief. J'en passe et des meilleurs. Concrètement, il faut comprendre, c'est que Londres, c'est Ventru. Manchester et Liverpool, c'est le seul endroit où les Ventrus dominent. Édimbourg est le domaine des toréadors. L'Écosse, en général, le domaine des toréadors. Et il y a des lieux assez particuliers comme York, en fait, qui est le plus vieux domaine en fait, britannique, où il y a juste 5 vampires, mais on ne sait pas qui ils sont, mais qui sont les vampires les plus gros billes qui existent. Et donc, quand on va dans la ville, on accepte une sorte de Pax Romana présente. Et si jamais vous faites tuer, si jamais vous êtes du sabbat, si jamais vous êtes vraiment là pour, disons, foutre le bazar, il y a de grandes chances que vous fassiez purement et simplement désintégrer. Donc, on fait attention. Ça rappelle beaucoup les méthodes de l'inconnu. Illustration que je trouve absolument magnifique, absolument incroyable. On a une petite carte de Londres. Et les clans, comme je vous ai dit un peu, il n'y a pas grand-chose à savoir. Le reste, c'est vraiment du classique. C'est les gangrels vivent dans les eaux ou près des montagnes en Écosse. Les Nosferatu se planquent dans les égouts d'Angleterre. C'est pas vraiment le... Passer la bisbille entre les Trémères et les Ventrus, c'est pas hyper, hyper intéressant en soi. Super illustration aussi, hein. Et ensuite, on a, donc l'idée, c'est ils mettent toujours quelques petits profils qu'on peut voir de PNJ, donc à utiliser pour votre chronique ou votre scénario. Enfin, vu la tronche des PNJ, je ne vous le conseille pas parce qu'ils sont quand même extrêmement balèzes. On commence avec Black Anis, donc Annie la Noire, qui est un personnage très récurrent dans le folklore britannique. Donc le folklore britannique qui est essentiellement basé, qui a commencé en fait à être chroniqué à la fin du XIXe siècle, donc ce qui marche en fait, ce qui est en rapport avec l'exode des ruraux vers les villes pour notamment travailler après la révolution industrielle. Et l'un de ces mythes, c'est celui d'Annie la Noire, qui serait une sorte de monstre qui vivrait comme un ogre sous des tertres et qui sortirait pour manger des gens une fois de temps en temps au début de l'année, je crois durant un solstice. Il y a l'idée dans ce mythe que c'est un monstre qui était serviteur de la déesse Morrigan, donc de l'ancien temps, dans les temps celtes. Là, concrètement, bah, c'est un peu ça. Il y a aussi ça dans Pendragon, hein, j'en ai parlé dans le Roi Sauvage. Et l'idée, c'est qu'en gros, c'est un Nosferatu qui est très 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 balèze, mais enfin une Nosferatu hyper balèze, mais qui est complètement folle, et qui donc a donné son nom à la légende. Et on vous conseille de vous tenir bien loin d'elle, sinon vous aurez des problèmes. Mithras c'est la légende, hein, c'est un mec qui est hyper balèze, donc il a des stats de porc. Il a un tout petit peu d'humanité, mais je pense qu'il a clairement. C'est marrant, c'est qu'il n'a pas de problèmes mentaux en soi, donc il n'a pas de derangement, mais il y a clairement cette idée d'un type qui se prend pour un dieu, donc c'est quand même la folie des grandeurs. Après, il a les moyens de sa politique, il est extrêmement puissant, il a été transformé en vampire 1200 ans avant Jésus-Christ, donc c'est pour vous montrer un peu le niveau, les stats, j'en parle même pas, il a des 9, il a des 8, enfin c'est vraiment l'un des personnages les plus importants, les plus balèzes en fait qui existent. Il a fondé aussi évidemment un culte de Mithras autour de lui. Donc on lit ce qu'on appelle un Osiris. Les Osiris sont des vampires qui se nourrissent que sur des humains consentants en fait. Et donc en créant un culte, bah, c'est beaucoup, beaucoup plus facile. Et l'idée c'est que personne ne sait vraiment où il est. Le... Normalement, à ce moment-là, Mithras est plus ou moins, on ne sait pas, en torpeur ou affaibli. Et en fait, il reste planqué parce que ce qu'il attend, c'est que les Trémères sortent du bois, littéralement, pour voir ce qu'ils vont faire. Après, potentiellement, il se réveillera, il les défoncera tous. Enfin, ça, c'est la théorie. Donc, John Dee, le grand magicien. Anne Bosley, donc, qui a pris la suite, super illustration encore une fois, qui a pris la suite, en fait, qui a eu des enfants de Mithras et qui a pris la suite et qui essaie de protéger Londres comme elle le peut. On notera qu'elle a une humanité de 9, ce qui est assez rare pour des gens qui arrivent à ce niveau de conquête. Et le petit gimmick rigolo, Alistair Cromley, donc le grand, grand magicien complètement fou, la grande bête, comme on disait, qui est en fait, se prend pour enfin, qui est une sorte de blague créée par les Malkaviens et qui se prend lui-même pour un Trémère. Donc en fait, les Malkaviens qui l'ont transformé en vampire, ils disent t'inquiète pas, t'es un Trémère, vas-y, t'es un puissant magicien. Donc il fait n'importe quoi, ce qui met dans l'embarras les Trémères comme pas possible, qui essaie de le cacher quelque part, de le protéger, parce que c'est absolument catastrophique. Ça, c'est des persos qui sont pas très intéressants. Lyanna, c'est juste pour donner un exemple de vampire irlandais, parce qu'en gros, l'Irlande est aussi découpée en fiefs, qui représentent en fait, en gros, ça c'est peut-être pas le meilleur truc
c'est peut-être pas le même truc de Graham Davis, mais l'idée c'est qu'en fait le Bisbee, en fait la raison pour laquelle l'Irlande du Nord et l'Irlande du Sud sont séparées, enfin restent séparées, c'est parce qu'il y a une sorte de, il y a une grande, il y a toujours une inimitié très profonde entre le Connacht et le, j'ai perdu l'autre, mais c'est les noms en fait, les anciens noms des provinces à d'Irlande. Donc en gros, la province de Dublin se prend la tête avec la province de Belfast, et c'est pour ça que les accords de paix n'avancent pas. Sachant que, attention, hein, c'est un bouquin qui est sorti en 92, donc il n'y a pas eu encore les accords du Vendredi Saint, qui mettront fin quelque part au temps des troubles, vraiment, enfin, le trouble non, parce que les troubles s'arrêtent, le trouble s'arrête dans les années 70, 80, mais vraiment où c'est la fin de l'IRA violent, c'est là où Jerry Adams, qui dit qu'il n'a jamais fait partie de l'IRA, prend une carrière politique, rangée complètement de la lutte militaire. Enfin bon, bref, vous voyez le genre. Le club de chasse, donc c'est rigolo, c'est des gens qui sont menés par le comte Zaroff et qui cherchent, qui chassent des humains des vampires pour les diableriser. Et évidemment, la grande question, c'est où est Jack l'Éventreur? Et la réponse, elle est bête comme chou, c'est vous faites ce que vous voulez. Simplement, vous posez pas de questions. Il peut être vivant, ça peut être un vampire, ça peut être un humain, c'est vous qui cherchez si ça vous amuse. On arrive sur l'Europe. Alors là, c'est très bizarre, j'ai l'impression qu'il y a le dessin est un mélange entre une photo qui a été photocopiée et un dessin à première personne. C'est assez particulier. Bah oui, je suis bête, c'est marqué là en fait. Ils vous le disent. Original de Ferdinand Buccina. C'est quoi? C'est la magie d'une ville médiévale. Donc je suppose que c'est une peinture, je ne sais pas du tout. C'est Robatch qui s'y remet, donc c'est l'un des briscards de l'équipe de Cœur de White Wolf, et c'est Josh Timbo qui fait les dessins. Le, donc là, on va faire, c'est vraiment une vue d'ensemble de l'Europe. Il va y avoir des PNJ qui vont devenir les PNJ classiques qu'on va retrouver. Il y a donc l'idée que l'Europe est, comme je disais, beaucoup plus sclérosée. Ça, c'est vraiment une vue d'Amérique. Enfin bon, c'est compliqué hein, toujours, mais il y a ce côté. Et je pense que ça marche dans le jeu. En fait, moi, ça me dérange pas plus que ça. Je vois pas ça comme de la méconnaissance ou un petit peu un côté chauvin. Mais dans le monde de vampires, l'Europe est en gros l'endroit où les vampires ont été présents pour aller très vite, la Rome antique ou les Celtes jusqu'à aujourd'hui. Et donc, par conséquent, il y a énormément. Enfin, les vampires qui ont survécu à l'Inquisition sont généralement sont cinquième ou sixième, voire des fois quatrième génération, donc sont extrêmement puissants et imposent un ordre extrêmement sclérosé au, au monde vampirique. Donc ça, je parle évidemment essentiellement de Camarilla, mais la Camarilla est beaucoup plus puissante en Europe qu'elle ne l'est aux États-Unis. Ou c'est les terres contestées, ou c'est des vampires beaucoup plus jeunes. Le sabbat est présent, mais le sabbat est vraiment beaucoup plus souterrain dans les endroits où la Camarilla règne, parce qu'il risquerait de se faire pulvériser. Et on réclamait quand même quelques villes, notamment dans le sud de l'Europe. Si je dis ici de but en blanc, puisque c'est le territoire on le verra plus tard, mais en gros d'un des clans fondateurs les La Sombra, qui sont un des gros clans fondateurs du Sabbat, qui possède notamment une grande partie de l'Italie et l'Espagne. Mais pour le reste, on vous dit que c'est un peu des schémas très classiques qu'on va avoir avec, comme vous pouvez l'imaginer, la forêt noire est remplie de gangrels et de lupins, il y a des écoterroristes, et après c'est clicheton sur clicheton. Les toréadors dirigent la France, les ventrus dirigent l'Allemagne, la Russie on va en reparler, c'est très rigolo, j'en passe et des meilleurs. Donc on a une description très très brève des clans présents, hein, c'est pas ce qui est le plus intéressant. La France. La France est dirigée par Paris, évidemment. Et Paris est dirigé par François Villon. François Villon est, comme vous le savez, le poète qui a existé durant le Moyen Âge, l'un des plus grands, voilà, le premier grand poète français de notre beau pays, et qui en fait a été transformé en vampire par Hélène de Troyes, donc Hélène que vous connaissez de Chicago by Night, ce qui fait qu'il est cinquième génération, ce qui est pas pété des hannetons, il est méga balèze. Il n'a que François Villon deux choses qui l'intéressent: fumer des clopes, non, pardon, trois choses qui l'intéressent: fumer des clopes, écrire des poèmes et s'occuper de la semaine de la mode
à Paris. Je ne mens pas, hein. C'est vraiment pas, c'est vraiment ce qui est fait. Il est il est hyper balèze, mais l'idée c'est qu'en fait, il instaure un statu quo le plus important parce qu'il n'a pas envie de se prendre la tête. C'est l'un des rares très vieux vampires qui apprécie sa non-vie et qui a aucune intention de changer. Sinon, bon, tous les clichés, vous avez évidemment, il y a un Nosferatu qui se planque au milieu des gargouilles de Notre-Dame. Il y a un autre Nosferatu qui s'appelle Eric, qui est le plus grand chanteur de tous les temps, au grand dame de Toréador, qui est évidemment le fantôme de l'opéra. Enfin voilà, vous voyez un peu le genre. L'Allemagne, concrètement, c'est une structure extrêmement vieux, où c'est des ventrus qui dominent. Berlin, on en reparlera. Il y a un Berlin Weihnacht qui sortira, qui est assez, comment dire, c'est pas le meilleur travail de White Wolf, on va dire. On a nos Français qui sont évidemment habillés tout en noir, comme les beaux existentialistes qu'ils sont. Petite carte, ah là là, une carte de l'Europe au tout début des années 90 avec, c'est pas la Russie, c'est UCS, alors je sais pas exactement ce que c'est. Je me demande si c'est pas la transition entre la chute de l'URSS et le... Je vais dire des bêtises, c'est pas la transition entre l'URSS et la Fédération de Russie. Je sais pas, pour le reste, ça n'a pas l'air de trop changer. Bah si, il y a la Yougoslavie, ça c'est un peu changé aussi, évidemment. Le plat pays, il n'y a pas grand-chose à dire, hein, concrètement, on vous dit juste que c'est des gens qui sont assez influents. Les pays nordiques, c'est là où c'est très particulier, où on a d'un côté, donc, on vous dit que la Finlande, tous les gens en Finlande sont complètement craqués, les vampires en Finlande sont complètement craqués. Alors je sais pas si c'est un problème avec les moumines ou je sais pas pourquoi ils ont fait ça, mais en tout cas on vous dit qu'il y a c'est dirigé par Louis qui est un cinquième génération qui est complètement taré, a priori, en plus qui essaie de faire un grand rituel pour bloquer le soleil avec la thaumaturgie. Les pays nordiques sont dirigés, en fait, enfin, sont dirigés par des princes qui sont adaptés plus ou moins enfin, à la chrétienté, mais il y a quand même, comme le montrent ces illustrations, une différence majeure, c'est qu'il y a encore des reliquats des vampires vikings, donc essentiellement des gangrels. Je vous conseille de lire, c'est Wolf from the Sea, qui était un supplément là-dessus de Vampire Dark Age, avec notamment les Brunhild, qui est une Valkyrie, donc, parce que les vampires, en fait, les vieux vampires se prennent pour des Einjar, pour des Valkyries, et qui a potentiellement tenté d'assassiner un Premier ministre durant les années 80. Donc c'est des bikers, enfin il y a tout un truc, et c'est des personnages qui restent. L'Autriche est évidemment le domaine des Trémères, ça va sans le dire. La Suisse, on vous dit que c'est plutôt un endroit paisible, il n'y a pas grand-chose, si ce n'est que c'est dirigé, encore une fois, par un cinquième génération, Bruja de son état, qui maintient un peu, qui serait en fait un bon pote de l'inconnu et qui maintiendrait une sorte de paix imposée et d'aider les gens qui cherchent à atteindre Golconde. L'Espagne, là on vous le dit pas trop, mais en gros, tout ce qu'on dit pour l'instant, c'est que l'Espagne est extrêmement violente, qu'il y a beaucoup d'anarches. On ne parle pas encore du sabbat, même si le sabbat va vraiment être omniprésent en Espagne. Il y a aussi une petite mention du Pays Basque, où les Brujas et les gangrels aident les opérations des humains et de l'ETA. C'est un peu mal vieilli. Donc l'Italie, c'est très particulier, puisqu'en gros, on va se focaliser sur deux clans qui sont, enfin deux villes qui sont Rome et Venise, pour aller très vite. Rome est possédée, en fait, bah, Rome c'est très compliqué, puisqu'il ne peut pas y avoir enfin, la vraie foi du Vatican est un gros problème. Et en fait, ironiquement, à Rome, le clan le plus puissant, c'est les Nosferatu. Parce que les Nosferatu utilisent les égouts romains qui sont présents depuis la Rome antique et donc sont très rapides, hein, sont capables de circuler très facilement dans la ville et donc d'éviter les zones, entre parenthèses, générées par la vraie foi. Et bien évidemment, la société de Léopold Veil, ainsi que tous les gens qui sont au courant de l'existence vampirique. Les bibliothèques du Vatican sont un trésor que tous les vampires essayent de prendre, mais avec grande difficulté. Toutefois, il y a un vampire qui arrive. On en reparlera une autre fois. Et Venise, c'est évidemment le QG du clan Giovanni. La Sicile, ironiquement, là, enfin, c'est assez bizarre, ils avaient dit en fait, il y a un chef mafieux qui contrôle la Sicile pour aller vite, et c'est un Bruja. Alors, c'est pas du tout des Giovanni, ça sera changé plus tard, je pense, quand ils vont introduire le clan La Sombra pour dire que la Sicile est sous le contrôle des La Sombra, puisque c'est là aussi, c'est la Sicile, si je dis pas de bêtises, bon, on le verra plus tard, mais c'était l'ancien QG des La Sombra. L'Europe de l'Est est un peu
encore une fois, en transition, c'est-à-dire qu'on parle vraiment de la présence des trémères, de l'omnipuissance, de l'omniprésence des lupins, enfin donc des loups-garous qui sont présents. Ça va complètement changer quand le sabbat va être vraiment introduit en V2, puisque ça va devenir le domaine officiel des Tsimiscés. On en parlera. Il y a des Ravnos aussi, parce qu'évidemment, il y a des Gitans en Europe de l'Est. Toujours classe. La Grèce est considérée comme un lieu en fait, du passé, hein, c'est où quelques anciens vampires, très très vieux vampires, regrettent en fait l'ancien temps. Et c'est attendu en fait, et ça se fait assez simplement. Donc c'est ça. Et donc en gros, le rideau de fer, l'URSS, c'est là où ça devient intéressant. L'URSS était dominée pendant très très longtemps par un très 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 vieux vampire qui s'appelle Baba Yaga, qui est exactement comme Annie la Noire qu'on a vu précédemment, à savoir un vampire extrêmement vieux, extrêmement balèze et extrêmement fou, qui se trouve être une Nosferatu quatrième génération. C'est la seule enfant d'Apsimilar, donc qui est le chef, qui est l'antédiluvien Nosferatu, qu'on connaît. Elle a dirigé la Russie pendant des siècles. C'est une ancienne sorcière de magie terrestre, plus tard qu'on appellera la magie koldunique, qui dominait toute l'Europe de l'Est. Elle avait, surtout en particulier donc l'Empire russe. Elle avait sous ses ordres beaucoup de vampires. Elle avait sous ses ordres donc des Nosferatu évidemment, mais d'autres. Elle avait aussi un gros deal avec les loups-garous. Donc c'était et surtout elle avait une magie absolument démentielle. Ce n'est pas dit là, mais Baba Yaga s'est mis à dos une autre prêtresse qui était transformée en vampire en la maudissant, en la faisant vieillir. Ça, on en reparlera, c'est notre personnage qui est très important dans le setting. Baba Yaga tombe en torpeur, mystérieusement, juste au moment où des Brujas plus ou moins bien intentionnés décident d'aider la révolution de Lénine, et donc les Brujas vont diriger la Russie durant tout l'URSS. Ils vont plus ou moins se faire connaître des humains, c'est-à-dire qu'en grosso modo, Lénine et Staline savaient qu'il y avait des vampires qui dirigeaient le pays, pourquoi pas. Et pas de bol, au tout début des années 90, quand Gorbatchev annonce la dissolution de l'URSS, et ben c'est le moment où Baba Yaga se réveille, coïncidence ou pas. Elle commence en 2-3 semaines, elle fait disparaître tous les Brujas qui avaient pris le pouvoir dans le pays, et elle instaure une sorte de rideau magique, en gros une sorte de grosse tempête, pour protéger son royaume, et donc redevient quelque part le vampire qui dirige toute la Russie. C'est un concept qui est assez rigolo. Alors, il y a là aussi un gimmick, comme Annie, elle a tous les éléments propres à Baba Yaga, à savoir sa maison sur une patte de poulet, le fait que si on lui parle poliment et qu'on a un enfant innocent, on peut survivre ou pas, mais généralement on peut survivre. C'est très rigolo parce qu'en fait on vous dit qu'un enfant innocent c'est quelqu'un qui a à la fois la vraie foi, 10 d'humanité et je sais plus 5 ans conscient, donc ça fait pas quand même pas beaucoup de gens. Mais voilà, Baba Yaga va être un personnage assez important dans le métaplot pour plusieurs raisons, mais essentiellement parce que on la considère, donc ça on en reparlera dans le clan book, dans le livre de Clan Nosferatu, mais elle est, qu'on le veuille ou non, en fait, le véritable antédiluvien. Alors je sais, c'est pas l'antédiluvien, mais en gros c'est elle qui a créé les Nosferatu. On en reparlera plus tard. Il y a tout un pan sur la mythologie de Nosferatu qui sera éclairé plus tard, mais c'est pas encore le cas. Et la Turquie est le QG des Assamites. Donc après on a les stades de personnages, donc Brunhilde, comme je vous dis, la Valkyrie, donc Caravelli qui est le mafieux Bruja, Guillaume qui est le prince du Luxembourg, je crois, Louis qui est le prince qui dirige la Finlande, François Villon, bien évidemment, notre ami François Villon, Baba Yaga, donc il y a des stats de ouf, mais c'est n'importe quoi. C'est absolument n'importe quoi. On arrive sur un petit chapitre, un peu différent, écrit par Greenberg, qui est le château Unedohara. C'est particulier parce que Unedohara est en fait pas vraiment un lieu historique intéressant, parce que c'est un château qui existe en fait, mais celui-là, c'est un faux château qui est créé à côté du vrai et que seules certaines personnes peuvent voir si les habitants du château décident de les laisser rentrer. C'est un château qui se situe au milieu de la Roumanie dans les Carpates, où se réunissaient
les membres de l'inconnu. Donc rappelez-vous, l'inconnu sont des vampires qui existaient, qui sont tous très vieux, qui existaient sur la Rome antique, qui ont décidé de, on ne sait pas, mais plus ou moins de baquer la chute de Carthage, mais qui cherchaient tous, en fait, qui étaient des disciples de Solo. Solo est le fondateur des Salubris. Solo était le premier vampire qui a décidé de poursuivre la recherche de Golconde. Il a, dans son sillage, eu des adeptes, des gens qui le suivaient. Parmi ceux-là, s'est trouvé plusieurs personnes qui ont décidé de s'établir dans un lieu de recherche au fond de l'Europe de l'Est, le château d'Unedora, pour étudier en attendant le retour de Solo. Parmi eux, on trouve Crète, donc c'est lui, qui est un ventru, si je ne dis pas de bêtises, c'est un très très vieux ventru et un sorcier. Autour de lui se sont retrouvés 11 autres personnes. Donc techniquement, il y a 12 vampires qui sont les adeptes de Solo. Sauf que, comme vous le savez, dans l'histoire de vampires, qui maintenant commence à être un peu établie, les Trémères ne sont pas arrivés par hasard. Les Trémères sont devenus un clan de vampires, sont des magiciens, qui sont devenus des vampires, qui avaient des vues sur toute l'Europe de l'Est, et qui ont détruit Solo. En apprenant ça, les membres de l'inconnu qui résidaient dans le château Unedora ont eu très très peur, parce qu'ils se sont dit, il est impossible que des jeunes vampires qui viennent de bouffer Solo, qui était notre leader, qui ont des vues sur l'Europe de l'Est, laissent de côté un château rempli d'anciens qui seront prêts à croquer pour affermir leur position au sein du monde vampirique. Comment on peut faire pour conserver notre temps et lieu sécurisé de recherche avec cette menace? Et la réponse, c'est rendre le château invisible. Donc, le château du Nedora est complètement invisible aux yeux des mortels, sauf pour ceux qui sont à l'intérieur. On peut potentiellement, donc même si les gens peuvent voir magiquement le château, ils ont une sorte de jet de terreur possible, il y a tout un système de protection en fait, pour entrer dans le château. Et tout ça, c'est que donc il a eu aussi de l'aide, ils ont eu aussi une aide de Dracula, mais bon, ça c'est moins intéressant. L'idée, c'est que pour faire ça, il faut un rituel. Et le rituel impliquait juste un petit sacrifice une fois d'une personne. Ce qui, pour des gens qui poursuivent Golconde, pas top de tuer des gens. Et en fait, là où tout le monde s'est planté, là où Crète s'est planté et tous les gens, c'est que donc ils ont fait un rituel qui a amené un démon. Le démon a dit ok, il n'y a pas de souci, je vous rends le château invisible et je vous protège pendant 1 an. Mais dans 1 an, vous devez refaire un sacrifice. Et c'est là toute l'horreur en fait toute l'horreur du château Unedora, c'est qu'effectivement, il est rempli par des gens qui sont de l'inconnu, qui peuvent communiquer avec les gens à l'extérieur, par des missives ou des moyens magiques, mais quelque part, ils sont eux-mêmes coincés dans le château, parce que si jamais ils sortent, le sort est rompu. Donc les 12 sont obligés de vivre dans le château. Alors ils ont des serviteurs humains, ils ont tout un système pour survivre, mais tous les ans, ils sont obligés de sacrifier quelqu'un. Donc ça peut être potentiellement un PJ ou un humain qui passe par là. Mais évidemment, pour Golconde, ça pose de vrais problèmes. Ils ne pourront jamais accéder à Golconde, puisque, par essence, ils tuent des gens. Donc c'est toute la cruauté. On est un peu dans le huis clos de Sartre, puisqu'en plus, vu que ça fait des siècles qu'ils sont ensemble, ils ne peuvent plus se supporter. Et il y a toujours cette espèce d'idée que peut-être qu'un jour Solo reviendra pour les sauver, sauf que Solo s'est en fait croquer, ça ne risque pas d'arriver. Et donc à la fin, on a ça, en gros, on a un hôtel réservé à Solo, et en dessous, on a la salle de sacrifice avec la représentation du démon, qui s'appelle Bahomet ici. Il aura un autre nom plus tard. En gros, c'est un Earthbound, donc on verra, mais dans le dernier jeu qui s'appelle Demons of Fallen, c'est un type de démons qui sont asservis par des humains, ou en tout cas liés à des objets physiques sur Terre, et qui sont en gros l'un des types de méchants majeurs qui existent dans le monde des ténèbres. La raison pour laquelle c'est important aussi, c'est que Unedora Castle, le château d'Unedora aura un supplément entier dédié à une histoire et une aventure sur le thème du sacrifice, qui s'appelle Lair of the Hidden. Donc c'est le repère des cachés, en fait l'antre des dissimulés,
qui sera l'avant-dernier supplément de tout Vampire, qui est une sorte d'aventure où les PJ, qui sont des mecs un peu random, enfin, des très jeunes vampires, vont arriver, réussir à rentrer dans le château pour une raison X ou Y, notamment le fait que c'est la fin des temps, et se retrouver en fait au cœur de ces 12 PNJ qui vivent une sorte d'enfer personnel. Et toute l'idée, c'est comment est-ce que des jeunes vampires naïfs, qui n'ont aucun pouvoir et qui concrètement ne peuvent pas se battre contre eux parce qu'ils se feraient atomiser la gueule, vont influencer certains des PNJ, parce que en fait, le pacte s'arrête si l'un des PJ, enfin si l'un des PNJ qui a fait le pacte décide d'arrêter. Mais évidemment, ils sont tous terrifiés, ou alors ils ont des raisons personnelles pour ne pas sortir, ou ils le font juste pour insulter les autres qui sont présents. Donc c'est vraiment très très compliqué. Et c'est un super scénar. Et c'est le seul, pour moi, hein, pour moi, c'est le seul bon scénario qui existe dans tout Vampire. Parce que justement, c'est complètement différent d'habitude. C'est une sorte de Cluedo géant où, bah, très sensiblement, vous pouvez finir la casserole et finir sacrifié, prendre la place du pacte de quelqu'un dans le pacte. Mais essentiellement, c'est juste une question naïve des joueurs qui disent, mais en fait, pourquoi est-ce que vous restez tous enfermés? Et donc, ils vont se faire aider par le démon qui lui aussi n'a qu'une envie, c'est de se barrer, mais ne peut pas officiellement prendre parti. Non, c'est vraiment un super scénario. Alors, c'était vraiment la fin de la gamme où on sentait que toute l'équipe était cramée, qu'ils en avaient ras-le-bol, ils sortaient plein de suppléments qui étaient nuls à chier, mais celui-là est vraiment très très bien. Enfin, moi j'ai beaucoup beaucoup aimé ce que j'avais lu. Donc voilà, c'était Château Inédora. Alors la Jordanie, la ville de Petra, alors là c'est très 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 particulier, c'est super bizarre. Donc c'est Steve Crow qui l'a écrit. Donc en gros, Petra est liée, enfin la ville de Petra, au cœur de la Jordanie, est le domaine d'un très très puissant magicien humain qui vieillit très lentement, mais cet humain, avant, a été vampire à sa mythe, et avant était même lui humain durant le temps des croisades. Donc l'idée c'est que ce personnage est central, tel un despote, contrôler, contrôler la Jordanie et surtout la ville de Petra qui est très importante pour lui, puisque c'est un haut lieu magique, en faisant des deals à droite à gauche avec les lupins, enfin donc les loups-garous, d'autres vampires, d'autres magiciens pour conserver cette ville. Donc on a déjà un peu un truc rigolo qui est qu'en fait c'est un vampire qui est redevenu humain, mais en devenant humain, il a réussi à avoir un élément qui ralentit sa vieillesse. Et pour info, c'est la cabale mystique, donc en fait c'est les pratiquants de la cabale juive qui lui ont permis d'avoir ce sortilège. Évidemment, c'est des choses qui deviendront complètement anathèmes dans les futurs suppléments de vampires, mais c'est très original. Alors c'est très bizarre, je vois pas comment exploiter ça du tout, mais je pense qu'il y avait quelqu'un qui aimait beaucoup Petra, et il a décidé de faire tout un supplément dessus. Donc c'est toute l'histoire du personnage est vraiment rigolote. Enfin, ça va dans tous les sens possibles. Avec aussi ses combats contre notamment les Nosferatu, mais surtout les disciples de Seth qui sont les disciples de Seth qui pètent un plomb, qui voudraient rentrer, les Assamites qui ne lui pardonnent pas d'être devenu humain en fait, et qui n'ont qu'une obsession, c'est de le tuer, de le tuer, de le tuer, sachant qu'il n'est pas immortel. Donc en fait, il a eu des enfants, il manipule ses enfants pour essayer de garder le contrôle, comme le ferait un vampire, mais en étant humain et en étant un puissant sorcier. C'est très très bizarre. Donc c'est lui, c'est Tariq. C'est très particulier, je ne sais pas du tout ce qui a motivé, s'il y avait un côté, est-ce qu'ils ont fait juste un pitch et proposé. Autant le château Inudora, on peut voir un peu comment ça marche, parce que c'est en lien avec en fait avec l'inconnu, mais là c'est pas que c'est mauvais, mais c'est tellement différent que pour l'exploiter, à moins de faire une campagne très particulière dans le Moyen-Orient, avec notamment Kero by Night qui sortira plus tard, ça me semble difficilement. Mais il y a vraiment un très gros travail sur l'historique du royaume de Jordanie, comment est-ce que cette espèce d'humain puissant sorcier s'acoquine avec à la fois la lignée royale, sa propre lignée et les vampires ou ceux qui acceptent de dealer avec lui. C'est très très particulier, donc comme je disais, ses ennemis, ses Assamites, ses disciples de Seth. Et il y a d'autres mages qui sont présents, enfin c'est un peu tout le monde veut prendre sa place, quoi, concrètement. Ça je me rappelle, cette illustration-là était présente dans le livre, la V1 en français. Donc on a une description après de la géographie du monde, un peu comment c'est présenté. Il y a aussi là un deal, donc ça c'est aussi pour vous faire. Le seul lien qu'il y a avec le vampire pour amener vos joueurs, c'est qu'en fait Talak est un ancien pote de Khalid. Khalid c'est le primogène Nosferatu de Chicago, donc il peut peut-être recevoir une mission de son pote et il vous envoie en stage Erasmus ou en VIE à l'autre bout du monde.
Hong Kong, alors là, c'est plus intéressant, mais sur un autre registre. Donc Hong Kong, faut pas oublier, on est en 92. La rétrocession n'est pas encore là. Pour beaucoup de gens, et je pense que pour l'écrivain c'est le cas, et pour énormément de gens, c'est aussi le moment où on va découvrir vraiment John Woo, Tsuark à l'étranger. Donc et je suis sûr que pour des geeks de cinéma, de littérature, comme les gens qui parsemaient les halls de White Wolf, il y a vraiment une envie, un besoin de représenter cette ville, qui est encore assez inconnue pour beaucoup de gens, avec un espèce d'étrange côté à la fois colonial, mais d'inconnu qui est, sans mauvais jeu de mots, présenté par le fait qu'en fait, il y a une scission entre les vampires classiques, donc les Kindred, et les vampires d'Orient. Les vampires d'Orient ne sont pas tellement décrits, ils sont juste en arrière-main. On a le récit notamment de Robert Peder, qui est en gros le prince de Hong Kong, qui est un ventru, mais à côté, il a fricoté, il sait qu'il y a des vampires qui ne sont pas liés à Cain, qui sont présents, et ça lui fait et le principe du vampire, c'est que l'ancien vampire a toujours peur de ce qu'il ne connaît pas. Et là, clairement, ils ne connaissent pas du tout qui sont ces vampires. On en reparlera un peu plus tard. On a une description en fait des différents quartiers qui existent de Hong Kong avec des profils qui sont très rigolos. Enfin, ils sont vraiment surpassés sur les PNJ. Donc, notamment, il y a un Malkavien qui est complètement fou, qui se fait passer pour un touriste, qui se prend pour un touriste américain, en fait, simplement dans la ville. Donc, il parle tout le temps en anglais, il est habillé avec des grosses lunettes de soleil, son appareil photo. Il y a plein de super idées comme ça, avec plein de concepts, de PNJ différents qui vivent dans les districts de Hong Kong. C'est plutôt bien foutu. C'est un truc qui est complètement oublié maintenant et je crois que c'est. Alors, j'ai pas le. Parce que plus tard, ils ont sorti un supplément Hong Kong, vraiment World of Darkness, donc qui n'est pas lié astreint à Vampire ou à Loup-Garou. Donc, les suppléments World of Darkness sont des suppléments qui sont soit des crossovers assumés, soit qui n'ont pas de lien en fait, direct avec une seule gamme, donc qui sont beaucoup plus globaux. Et ce sera le cas avec Hong Kong, qui ressortira 4-5 ans plus tard, je pense. Donc il y a plein de choses. C'est une mine d'informations. C'est plutôt. C'est vraiment. Enfin, moi, j'ai beaucoup aimé, je trouvais ça assez chouette. Et ça demande. Mais ça demande un certain investissement, c'est comme tout, pour rendre la ville vivante. Et s'il y a ce côté très suranné qui est chouette, en fait, que la majorité des vampires qui vont être présents dans Hong Kong, donc je parle des vampires les Kindred, donc les vampires occidentaux, sont essentiellement des exilés ou des parias, des gens qui, en fait, ont perdu tout cachet au niveau de la Camarilla ou de leurs différentes factions, et donc qui viennent se planquer à Hong Kong parce que c'est l'un des seuls endroits où, à cause de la présence des autres supernaturels asiatiques, personne ne viendra les chercher concrètement. Et c'est marrant, j'ai pas trouvé de référence, mais il y a un personnage qui est assez important. Il y a beaucoup de personnages du métaplot qui sont pas introduits maintenant. Je pense notamment à Oliver Thrace, qui est l'un des principaux méchants de Vampire d'Orient, qui n'est pas du tout présent. Mais bon, c'est aussi le début où ils cherchent un petit peu à faire leur trou. On a une introduction d'une nouvelle magie qui est la géomancie, donc c'est encore de la thaumaturgie, mais c'est la thaumaturgie qui peut être utilisée par les vampires et les humains. Donc là, c'est la géomancie dans le vrai terme de le coin sud-ouest est chanceux, le coin nord-est est très malchanceux. Et donc en gros, ça vous permet d'avoir des bonus quand vous construisez un bâtiment, si jamais, mais ça vous permet de donner des bonus, des malus sur les dés à vous ou à des amis. Donc c'est une sorte de super chance. Et on a un très très faible rapport sur les. Enfin, donc on commence à avoir, on touche du bout des doigts les vampires chinois, qui seront développés avec ça, donc les gaki. C'est quelque chose qui a complètement disparu, qui a été retcon, comme on dit dans les comics. Donc en fait, c'est une modification ultérieure de quelque chose qui existait et qui a été changé. Donc par exemple, le truc le plus classique, c'est que la chose du marais, donc de Swamp Thing, en fait, n'est pas un Alec Holland, donc un type qui s'est fait exploser, mélanger des produits chimiques, mais en fait il est mort et c'est juste du plancton qui se prend pour qui a les souvenirs de Alec Holland. Il y en a plein, hein, vous pouvez chercher, il y en a une pelletée. Donc les Gaki, on vous les présente comme étant voilà. Donc c'est des vampires qui ne descendent pas de Cain, mais qui ont un peu, enfin qui ont beaucoup d'éléments proches de ce qu'on allait voir avec les vampires d'Orient, c'est-à-dire que certains peuvent sortir de jour, ils sont liés à l'honneur, donc tout en fait, à la place de l'humanité, ils ont une sorte de cohésion d'honneur, ils ont un daimyo, donc c'est un peu tout le charabia japonisant,
Ils peuvent utiliser, donc, enfin, en utilisant leur honneur, ils peuvent se prévenir de leur pire pulsion. Ils peuvent aussi drainer donc, le sang, mais aussi potentiellement le souffle. Si vous êtes, il y a des gens qui seront amenés à devenir des vampires. Essentiellement, en fait, c'est par rapport à une dette karmique qu'ils possèdent. Il y a aussi les change-formes chats. Donc en gros, il y a les Kueijin, enfin des Enge Yokai, donc les chats-garous qui sont présents, qui sont très proches en fait des futurs métamorphes qu'on aura, notamment les basses-têtes, qui sont en fait des chats, qui sont des créatures hyper sexuelles, qui peuvent prendre l'apparence de chats et qui rôdent souvent. Il n'est pas très beau. Et qui rôdent avec les Gaki, donc les vampires asiatiques, donc il y a une espèce de cohésion entre eux. Et évidemment, on a donc les pouvoirs assez violents, donc ils ont leur propre discipline, avec notamment pour passer, utiliser, enfin ça peut être des coups spéciaux, en gros, lorsqu'on fait des attaques, pour passer l'espèce de pont de lune, donc il y a des choses assez récurrentes dans la mythologie japonaise. Et il y a les Maro, donc le Maro, en gros c'est magie en japonais, c'est les arts démoniaques, où là vous pouvez carrément changer de forme, avoir des expansions monstrueuses. Et le Shinjutsu, qui sont plutôt les arts, qui est l'inverse en fait des arts démoniaques, qui sont l'art en fait des divinités du Japon, donc c'est consacrer des miroirs et purifier en fait des armes. Enfin, on finit par Haïti. Donc Haïti, c'est essentiellement, ça va changer, hein, ça va changer énormément, mais c'est un domaine récurrent qui est possédé par une prêtresse vaudou qui s'appelle Ezuli, donc qui était techniquement enfin qui est une disciple de Seth, parce que les Sétites adorent Haïti, mais qui a pris son indépendance et qui contrôle en fait une main de fer, mais plutôt sympathique, toute l'île, et qui la protège en fait des autres serpents, des autres disciples de Seth. Donc c'est assez particulier parce qu'en fait les disciples de Seth disent oui, oui, vous inquiétez pas, Haïti nous appartient, mais en fait concrètement, c'est pas Seth qu'ils adorent, ça va être les lois, ça va être d'autres formes de religion, et ça fout vraiment les Sétites un peu dans la grogne, donc c'est quasiment devenu une autre lignée. On aura les serpents lumineux plus tard, on en parlera, qui est une lignée présente dans le sabbat que les Sétites détestent. L'élément est essentiellement, enfin donc quasiment toute la description de l'île découle concrètement des Oulis, de ce qu'elle cherche à faire. Donc c'est des Sétites concrètement, mais ils sont pas présentés ou ils n'ont pas les mêmes croyances que les Sétites standards, ce qui est un peu embêtant pour une religion en général. Les schismes, ça ne cure jamais rien de bon. Et enfin, on finit par le Vampire Club, qui est très bizarre. En fait, c'est Oscar Wilde qui a été transformé en vampire, et vu qu'il s'ennuyait, il a décidé de créer un club, en fait, une sorte de Rotary Club de vampires, qui est un grand bateau, avec cette fresque-là, justement, un grand bateau qui est au large de San Francisco, donc que vous pouvez utiliser comme vous le souhaitez. Il y a un grand bal, il y a une carte, c'est pas indispensable, mais c'est un lieu, c'est un Elysium supplémentaire qui bouge. Vous pouvez rencontrer tous les PNJ qui vous intéressent. C'est un concept qui sera réutilisé plus tard, notamment avec une île, je crois, sous la présence d'un vampire ou un magicien, on ne sait pas, qui s'appelle Prospero. Donc voilà, un bateau, et puis on vous explique un petit peu. Il y a des mages, il y a tout le monde, il y a du beau. Il y a même un Nosferatu, façon la croisière s'amuse, qui s'occupe des boissons. Et donc, sous l'alias de Sébastien Melmoth, Oscar Wilde dirige un peu toute sa troupe. Et donc, il est toujours là. C'est assez marrant parce que on reconnaît un petit peu sa gueule, mais ils lui ont fait deux designs assez particuliers. Il a une humanité assez haute, en fait, puisque c'est le grand principe aussi. C'est que si les vampires sont capables d'avoir des occupations qui les bottent et qui les sortent du djihad, en général, l'humanité ne descend pas. C'est un peu une des très 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 grandes leçons, si on peut dire, de Vampire la Mascarade, c'est que si le vampire ne participe pas au djihad et qu'il a des intérêts humains ou des intérêts qui le poussent à la socialisation ou à garder une ancre en fait avec le monde réel et donc éloigner la bête, généralement il peut survivre très longtemps avec une humanité très haute. Et enfin, petit teasing pour Loup-garou l'Apocalypse qui arrivera bientôt. Donc c'était le tour du monde des ténèbres qui est en fait assez sobre quand on y pense. On n'est pas encore sur un métaplot qui bouffe tout. Il y a encore la possibilité d'exploiter donc, les éléments qui sont dits, notamment avec les études de cas. C'est plutôt la Jordanie, Hong Kong sont très très bien étudiés, Haïti un peu moins. Il y a des éléments de jeu, il y a des éléments qui sont encore jouables en fait. Ça qui est bien, c'est que on vous donne des pistes pour pouvoir déplacer vos vampires ailleurs.
ce qui est bien. Dans le futur, on verra que quand on vous parle de l'étranger, c'est surtout pour vous décrire des éléments de métaplot sur lesquels vos personnages ne peuvent avoir aucun impact. Je reparlerai notamment d'un livre qui s'appelle Les Nuits de la prophétie, qui est pour moi le nadir de la gamme de vampires, Henry Weiss, qui est vraiment un bouquin nul, quoi. Enfin, c'est pas que c'est nul, mais j'avais l'impression de lire des notes d'un mauvais roman. Enfin, c'est très désagréable. Et le comble, c'est qu'on vous dit, oui, ne vous inquiétez pas, scène 1, il se passe ça, scène 2, il se passe ça. Et je me dis, mais qu'est-ce que diable les joueurs iraient faire là-dedans? Enfin, il n'y a rien à faire à part observer les événements dans son bus de ce qui se passe. Et le monde des ténèbres, donc ce supplément en tout cas, est quand même assez cool dans ce qu'il propose, dans les éléments qui peuvent servir simplement à jouer. Alors évidemment, on commence à rentrer dans la machine du métaplot, hein, c'est-à-dire qu'on commence à rentrer dans un jeu qui cible des PNJ importants, qui auront des rôles récurrents. Euh, Là, concrètement, vous en avez deux. Bon, François Villon, ça me fait marrer parce que c'est François Villon, mais le Baba Yaga, notamment, et Mithras auront des rôles assez importants dans l'histoire. Surtout Baba Yaga, Mithras, c'est un peu différent. Et c'est le début, en fait, de la stabilisation du monde. Et c'est pas une stabilisation ville par ville comme on a pu le voir avec Chicago, parce que Chicago, on pourrait dire que c'est le métaplot aussi quelque part, mais ça reste à l'échelle d'une ville. C'est juste que les PNJ vont évoluer. Ce qui est exactement ce qu'il faut faire, ça ne me pose aucun problème. Mais le monde des ténèbres, donc ce supplément, est le premier pas vers autre chose. C'est pas pour rien si la gamme ensuite, enfin l'ensemble des gammes porte le nom de Monde des Ténèbres, c'est parce qu'on est déjà sur le tâtonnement, l'idée des crossovers qui arrivent, on vous parle beaucoup de Lupin, on vous parle beaucoup des magiciens, et qui ne va pas s'arrêter de si belle. Et c'est un peu dommage. C'est un peu dommage parce que c'était pas la bonne direction à mon avis. Mais ça reste un supplément extrêmement solide, tout comme le sera la version, la V2, donc du World of Darkness qui sortira dans la deuxième édition, qui est très très bien, hein, qui est un super supplément. Mais on sent que l'ambition de White Wolf par rapport au monde qui est en train de se construire est plus importante qu'avant, va devenir de plus en plus cohérente, mais pas forcément la cohérence qui, moi, m'intéresse, puisque c'est une cohérence qui va retirer aux joueurs une liberté, si vous suivez le métaplot, évidemment, ça n'a aucun sens, mais qui va empoisonner beaucoup, beaucoup de suppléments, et des suppléments qui ne seraient pas forcément, à mon avis, liés à ce besoin d'un arc narratif global. C'est un peu dommage, mais c'est un problème qui est... Enfin, je ne connais pas toutes les gammes de jeux de rôle, mais je sais que c'est un problème qui peut être assez récurrent dans beaucoup de gammes, justement, et surtout les gammes qui commencent à vieillir. Shadowrun, il me semble que c'est pareil. Alors, j'ai joué une fois, je crois, de ma vie à Shadowrun, donc j'ai peut-être des grosses bêtises, mais c'est souvent ça, en fait, l'idée de dire que d'édition en édition, s'il y a une histoire euh, globale, elle va influencer et impacter la gamme. Et, à moins de jouer à Cthulhu, là, Cthulhu, bon, on s'en fout, parce que c'est toujours, il y a pas d'arc narratif, à part qu'on va tous crever, on va se faire manger par Cthulhu à la fin. Mais même quelque part, encore ça va, mais un jeu comme Delta Green, par exemple, il est clair que le métaplot a une importance extrêmement forte, mais c'est pas pour ça que quand vous jouez, le métaplot vous impacte. Et en plus, là où ils ont été très très classe, c'est qu'ils ont annoncé que les changements donnés entre la V1 Delta Green et la V2, pour aller vite, où il y a quand même quasiment 20 ans de différence, sera jouable sous forme de campagne. Donc ils ont vraiment créé des campagnes spécifiques. Ce qui n'est pas le cas dans Vampire, où on ne peut pas appeler ça des campagnes, clairement, ni des scénarios. D'ailleurs, les espèces de tentatives dégueulasses qui ont été faites par White Wolf. Donc voilà. Peut-être le seul qui a bien réussi, je pense, dans White Wolf, étonnamment, c'est Wraith. Ou Wraith, le supplément Fin des Empires. Bon, c'est la fin de la gamme, hein, est plutôt pas mal. Vraiment, et justement, à la bonne idée d'impliquer des très très gros PNJ du métaplot tout en donnant aux joueurs quelque chose à faire et quelque chose d'intéressant. Où ils ont vraiment l'impression que, bah, quelque part, c'est eux qui héritent du monde des fantômes et c'est à eux de faire le boulot et c'est uniquement par, leur, euh, par leurs actions que les quelques fantômes sont sauvés et qu'en gros. Bon, bref, j'en reparlerai une autre fois. Si vous l'avez, n'hésitez pas à me l'envoyer, je me ferai avec un grand plaisir, je vous ferai une review. Non, je déconne. Et sur ce, je vous souhaite une excellente soirée. Donc, comme je dis, il y aura sûrement un break. Je ferai une vidéo sur Kindred the Embrace parce que ça me ferait marrer. Et puis j'ai plutôt un pas si mauvais souvenir de la série. Et après, on abordera la V2. Donc il commencera à y avoir des redondances, hein, aussi, ça c'est obligatoire. Notamment le bouquin de base de la V2, bah, ça reste un bouquin de base. J'ai déjà bossé quasiment plus d'une heure et demie sur le bouquin de la V1. Il n'y aura pas tellement de différence. Donc
Ce sera succinct, c'est pareil, les guides du joueur, on commence un peu à faire le tour. Mais très rapidement, on va être embarqué dans les grosses mamelles de la série. On aura le guide du sabbat, hélas. On aura les livres de clan, on aura d'autres by night. Et on aura encore du métaplot avec notamment les enfants de l'Inquisition qui vous donnent les personnages, les PNJ les plus importants du monde des ténèbres, enfin de Vampire et Masquerade. Et surtout, un de mes préférés, c'est la liste rouge, qui est la liste des vampires les plus recherchés par les Camarilla, qui est assez génial. Et je m'arrête là, et je vous souhaite une très bonne soirée, et à très bientôt. Allez, salut!